Salut les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, c'est un numéro conseil d'experts qu'on vous a préparé. On a reçu Joseph Mestrallet. Joseph, c'est le fondateur d'Enduro Data. Il est consultant en performance auprès d'athlètes de haut niveau. Et pour résumer, c'est un amoureux des data, des mathématiques appliquées au sport. Alors même si vous avez eu tout juste la moyenne à votre bac de maths il y a quelques années ou quelques décennies, je vous assure cet échange avec Joseph est passionnant. Il revient sur son parcours, sur la manière dont il accompagne les athlètes, des amateurs jusqu'à l'élite mondiale. On y a parlé d'intelligence artificielle, de capteurs, de fréquence cardiaque, de glycémie. La data, c'est devenu aujourd'hui un incontournable de l'optimisation de la performance à plus haut niveau. Et je suis persuadé que même nous, amateurs, avons des choses à y apprendre. Je vous laisse découvrir cet épisode avec Hermano et Joseph. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète X Open Tri. Et aujourd'hui, on innove, on est en présentiel. J'ai déjà fait quelques hors-séries en présentiel, au bord d'un lac, au bord d'un lieu d'entraînement ou de compétition. Mais là, aujourd'hui, j'ai un invité qui est carrément venu jusqu'à moi et je suis super content de recevoir Joseph Mestrallet. Salut Joseph. Salut, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Super bien. Bon attends, alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, juste pour fixer le décor, qu'est-ce que tu fais à Toulouse, Joseph ? T'habites pas là ? Non, je suis pas du tout de la région et je découvre un petit peu cette ville. Je travaille avec une entreprise qui s'appelle NutriPure et qui vous devez connaître sûrement, qui est basée à Deim, donc pas loin de Toulouse. Ouais. Et je passe de temps en temps pour travailler un peu dans les bureaux, pour voir justement un petit peu des gens, faire des entretiens d'embauche avec les différentes personnes avec qui je vais travailler. Donc c'est pour ça que j'étais là 3 jours et je me suis dit mais attends, mais c'est l'occasion rêvée. J'ai envoyé un message à Hermano parce qu'on devait s'enregistrer à un podcast et du coup ça a été l'occasion. Bon bah en plus pour la petite histoire NutriPure, j'ai failli bosser avec eux, pour eux, en tant que recruteur freelance. Okay. Bon, ça s'est pas fait, ils ont embauché une autre équipe a priori, mais en tout cas, ils ont des beaux bureaux bien sympas à quelques kilomètres d'ici. Exactement. Donc, si tu bosses avec eux, je collabore aussi avec Cyril Blanchard qui bosse aussi avec eux. Donc voilà, la boucle est bouclée. Ouais, exactement. Ça referme. Écoute, je suis super content de t'avoir aujourd'hui. On en a très légèrement parlé en off, mais comme je t'ai dit, moi je prépare rien et c'est volontaire. C'est pour que celles et ceux qui nous écoutent là tout de suite maintenant te découvrent et découvrent tous les sujets qu'on va aborder en même temps que moi, pour que je sois pas trop biaisé dans l'orientation de l'interview. Mais du coup, je te tends déjà le micro, même si c'est toi qui es en face, pour te présenter. Dis-nous tout, qui est Joseph Mestrallet ? Oula, grosse question. Beaucoup de choses un peu à dire. Moi, je dirais que je suis juste un mathématicien. J'aime bien me définir comme ça pour expliquer un peu le métier que je fais et surtout parce que c'est vraiment le domaine et la science que j'essaye de pousser. En fait, c'est vraiment les mathématiques au service des athlètes de haut niveau et c'est vraiment ça que je fais au quotidien pour leur aider à optimiser leur performance. Wow. Bon, mais mathématicien, parle-nous un petit peu de ton parcours. Moi, j'ai fait... je commence en prépa, lycée scientifique, après prépa, école d'ingé. Donc ça, vraiment, je me suis éclaté. J'ai vraiment beaucoup aimé la data science parce qu'en fait, on pouvait avoir un aspect hyper concret sur le monde. J'ai fait des stages dans des milieux totalement différents, mais dans des cotations de transport maritime où vraiment, en fait, il fallait comprendre le monde et le retranscrire sur un ordinateur. C'est vraiment ce qui me plaisait beaucoup. Et en fait, j'ai eu la chance de faire un master en école de commerce et notamment un échange à l'étranger. Et en fait, j'avais une master thesis à faire. Et en fait, c'est vraiment un sujet où pendant 1 an, on va défoncer un sujet en prenant 2 sujets passion. Et moi, vraiment, c'était les maths et le sport de haut niveau. Je viens des montagnes à la base. C'est vraiment genre ma passion, la montagne, l'outdoor, l'alpinisme, etc., le ski, le trail, etc. Je me suis dit comment est-ce que je peux allier mes 2 passions et vraiment je suis passionné de maths. Il y a vraiment cette notion d'émerveillement en fait devant la puissance des mathématiques. Donc j'ai vraiment mis ces 2 passions en même temps. Je me suis dit comment est-ce que je peux essayer de trouver un boulot dans ce domaine-là. J'ai interviewé énormément de personnes. J'ai commencé à bosser avec des athlètes et c'est comme ça que ça s'est fait. Bon, ouais, parce que c'est vrai que j'ai dit à la base que tu n'étais pas de Toulouse, mais tu nous as pas dit d'où tu étais. Là, tu nous parles des montagnes. Ça change un petit peu comme environnement par rapport à l'endroit où tu habites. Ouais, bien sûr. Après, je suis aussi pas mal dans le mouvement. Il y a pas mal de déplacements aussi sur les différents sites de compétition. C'est une ville qui est très, 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 très jolie. Moi, je viens des vraies montagnes. C'est quoi les vraies montagnes ? Donc, je mentionne bien sûr les Alpes.
par rapport à vos petites collines des Pyrénées. Moi, je suis qui se rapporter. Ça fait 1 an que je suis là, dans les collines. Non, je rigole. Non, c'est des super montagnes et j'y passe de temps en temps aussi. C'est sympa. Non, je viens des Alpes, dans un petit village qui s'appelle Argentière, au pied du Mont Blanc, à côté de Chamonix. Ouais, donc forcément, le cadre, ça va bien. J'imagine que vous êtes biberonné aussi au sport, d'été, d'hiver, la nature, l'outdoor. Et ça vient aussi peut-être de là, ta passion pour ces sports. Ouais, bien sûr. Je pense ouais, le sport, pour moi, il y a vraiment aussi la notion de compétition, vraiment le fait de se dépasser, d'être le meilleur, parce qu'en fait, on pourrait pratiquer du sport juste pour le loisir. Moi, j'ai vraiment cette notion de comment est-ce qu'on peut mettre tout en cause et en branle pour être le meilleur. Je pense qu'il y a le côté très Chamonix où en fait, c'est un gigantesque concours de celui qui est le plus fort, et il y a vraiment une notion de déplacement qui est hyper important à travers l'alpinisme, justement. Je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai un frère jumeau, et du coup forcément ça a été la compète depuis qu'on était petit, donc j'ai dans le sang en fait le fait d'être le meilleur et d'aller chercher chaque 0,1% de performance en fait grâce aux data et aux maths. Excellent. Le cursus que tu as fait, c'est le cursus X et HEC, c'est ça? J'ai fait l'ENSEA d'abord, donc prépa à Pasteur, l'ENSEA en école d'ingé, et après j'ai intégré en master XHEC. Donc c'est plus une notion d'entrepreneuriat, parce que je savais que j'avais envie de monter ma boîte. Enfin, j'étais fait justement pour porter un projet un peu différent, et puis je sais pas comment dire, mais j'ai des idées trop différentes. J'ai envie de faire quelque chose qui est unique, qui est vraiment complètement différent. Donc je me suis dit, l'entrepreneuriat, ça peut être intéressant, et j'avais besoin de cette formation académique. Donc j'ai postulé et j'ai passé une année extraordinaire là-bas, et on a pu faire un échange à Berkeley aussi. Donc c'était des années de ma vie exceptionnelles. Bon, un petit coucou à Simon de la Wade Academy, de la Wade School, qui a fait le même cursus que toi. Vous étiez ensemble ou c'était une promo différente? Non, on n'était pas ensemble. Lui, c'était l'autre échange. Lui, il a fait HEC et après X. Enfin, il venait d'HEC et il a fait ce cursus X. HEC, c'est ça? Ouais, mais en fait, c'est un master où on est en dernière année d'études. Donc moi, c'était vraiment après mon école d'ingé. Et en fait, il y a 33%, un tiers qui vient d'HEC, un tiers qui vient de l'X, et un peu un tiers le reste du monde. Et en fait, c'est hyper intéressant parce qu'on a des avocats, vraiment même des boulangers, des gens qui ont fait de la restauration. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on peut vraiment créer des grosses boîtes et des belles boîtes, parce qu'il y a le côté business, le côté technique avec l'X, et après le côté vraiment expérience métier, expérience terrain, qui est fondamental en fait dans une boîte. Ok, bon, X pour ceux qui ne connaissent pas. Polytechnique. Voilà, Polytechnique. La fameuse école polytechnique où les élèves sont militaires. On est quand même sur un podcast de sport. Ouais. Revenons un petit peu au sport. Toi, ta pratique du sport, où est-ce qu'elle en est? Parce que tu viens des montagnes, mais tu as plutôt un physique de rugbyman. On fait du rugby aussi dans les Alpes? Je pense sans que offense, c'est génétiquement, ouais. Mais je sais que j'ai fait du rugby quand j'étais petit aussi. Je pense que aussi, génétiquement, je l'ai fait pour ça. J'en faisais pas mal au scout, typiquement. C'est vraiment le truc où quand j'étais complètement, je pense, hyper actif, et du coup, tu te laisses un ballon et en fait, tu vas mettre des caramels à droite à gauche, ça fait toujours plaisir, tu vois. C'est excellent. T'as ça ou la boxe? Bon bah. Ouais, mais le rugby, t'as vraiment cette notion d'échappement, d'évitement, de beauté du geste, etc. Donc, ouais, j'ai fait un peu de rugby quand j'étais petit, et après sinon pas mal de sports de montagne. En fait, j'adore la liberté, l'aventure, etc. Et du coup, aller se barrer 3 heures, 4 heures dans les montagnes, c'est trop sympa. Enfin, c'est vraiment ce qui me fait rêver. Ok. Tu cours aussi un peu, non? Ouais, un peu. Un peu beaucoup, un peu comment? Non, en fait, c'est très difficile à dire parce que tous les athlètes que j'entraîne... T'es un homme de données, t'es un passionné de maths, de data science, donc tu peux pas être vague sur un peu quand même. Non, mais je veux dire que tous les athlètes que j'entraîne, ils sont champions olympiques, ils font 27, 30 ou 27 ou 28 ou 10. Donc moi, quand je vois mes temps à côté, mais je suis absolument nul. Donc c'est vrai que dans la population générale, on pourrait dire « Ah, mais en fait, tu cours super bien ». Mais sauf que moi, je considère pas ça parce que mon échelle de comparaison, elle est incroyable. Ouais, forcément. C'est ce que j'essayais d'expliquer aussi à certaines personnes de la communauté des trailers quand je me définissais comme un sportif du dimanche. Bon, on va pas revenir sur ça. Ouais, exactement. Et du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu data dans le sport, data science. Comment la data t'aide tu disais que tu entraînes des athlètes, ou du moins tu analyses leurs données. Enfin, qu'est-ce que tu fais justement avec des athlètes, et en particulier des athlètes de haut niveau? Je pense que il y a vraiment ce rôle de consultant. Donc le terme entraîner, c'est pas le terme exact. Je le dis parce que ça permet en fait aux gens de mieux comprendre. Mais c'est plus le terme. Moi, je pense que mon métier c'est performance scientist. Donc c'est vraiment en fait le scientifique
pour la performance. Donc vraiment pour les aider justement à mieux performer. En fait, c'est une sorte de super consultant qui est là avec les athlètes et qui reçoit un appel en mode quand est-ce que je dois organiser mon stage en altitude. Et là, tu prends toutes les datas, tu prends toutes les études scientifiques, tu vas essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'il fonctionne pour justement lui donner la meilleure réponse. Donc vraiment, mon métier, c'est de répondre au trade-off, au compromis. En fait, j'ai une question, j'essaie de voir toutes les conditions possibles, toutes les datas possibles disponibles pour donner une réponse factuelle et pour l'aider en fait à faire le bon choix. Ok. Et ça, c'est adressé que aux sportives et sportifs de haut niveau ou monsieur et madame tout le monde, toi, moi, les sportifs du dimanche, est-ce qu'on peut aussi utiliser tes services ou au moins est-ce qu'on peut tirer des enseignements de tes analyses pour pouvoir savoir nous quand va être notre pic de forme, quand est-ce que ça va être le mieux pour aller faire notre stage en altitude, pour aller passer une semaine dans un caisson, enfin, est-ce qu'on peut utiliser tout ça, nous, sportifs amateurs? Ouais, d'habitude c'est une question qui arrive plutôt à la fin des podcasts. Ah ouais, mais je fais pas comme tout le monde, tu vois. c'est vraiment on va y arriver justement. Et pour le coup, je pense que c'est beaucoup plus intéressant pour l'instant de le faire avec les athlètes de haut niveau parce que il y a plus de data qualitative et moi j'ai vraiment besoin d'être méga précis sur la data qu'on a. Surtout il y a aussi de l'argent pour pouvoir justement développer ce genre de choses, mais clairement mon objectif quand j'ai lancé Enduro il y a 3 ans, c'était vraiment de développer, de créer cette légitimité auprès des athlètes de haut niveau et ensuite de faire ce que j'appelle la trickle-down theory, donc la théorie du ruissellement, en fait de utiliser tous les travaux que j'avais fait et la compréhension très fine de la physiologie pour justement le grand public, les amateurs et pouvoir le mettre à disposition de tout le monde. Ok. Bon, il faut quand même qu'on vienne sur un point. Tu dis il faut qu'il y ait de l'argent pour pouvoir faire tout ça. Depuis quand il y a de l'argent dans le sport de haut niveau? Alors je mets à part le basket, le foot et le tennis, ok, mais dans le trail, dans l'ultra trail, dans le triathlon un peu plus et encore ça dépend des disciplines dans le triathlon. Mais l'argent il vient d'où en fait? Faut être pas mal bon là-dessus. Faut justement avoir quelque chose d'assez différenciant ainsi à proposer. Pour te dire, j'ai lancé ma boîte il y a 3 ans. Pendant 2 ans, j'étais dans ma chambre à coder et j'ai mangé des pâtes tous les jours pendant 2 ans et j'ai pas trop vu la lumière du jour. Donc effectivement au début c'était vraiment dur parce que il fallait justement produire quelque chose. Moi j'avais en tête cette vision, j'étais persuadé que ça allait marcher. Personne n'y croyait, mais je me suis vraiment attaché à ça et en fait au fur et à mesure ça a commencé à bien marcher. Pas en France, parce que pour le coup, il n'y a pas assez d'argent, pas assez de budget. Ça commence à s'y mettre, mais en fait, mes premiers athlètes ont été des athlètes anglo-saxons, internationaux, qui eux, en fait, comprenaient vraiment le besoin et qui avaient quelques budgets, parce que, en fait, quand on est athlète de haut niveau et en trail, ça commence à arriver, tu vois. On a des salaires à peut-être 500 000, 600 000 euros, et là, tu peux te payer justement les services d'un performance scientist. Et surtout, en fait, il faut vraiment le prendre comme un investissement, dans la mesure où c'est un investissement qui va arriver pour justement te permettre de te développer correctement et en fait gagner 200 000 euros sur ton prochain contrat parce que tu as gagné l'UTMB, parce que tu as fait une médaille d'or olympique. Ouais, alors après, je suis d'accord avec toi, hein. Mais encore une fois, peut-être pas en France. Le trail, ça commence à arriver. Je connais pas beaucoup de trailers qui font un demi-million de salaire par an. Bon, sauf peut-être Kylian ou. Ouais, maintenant, t'en as peut-être 4, 5, 6. Mais pour moi, c'est déjà suffisant parce que. Mais c'est du salaire ou c'est du chiffre d'affaires? C'est ça aussi qu'il faut voir. C'est du salaire. Ouais, c'est du salaire. Ouais. Ok. Mais en fait, comme tu dis, c'est un investissement, mais tout est investissement dans le sport. L'entraînement, à commencer par l'entraînement depuis le plus jeune âge, prendre un prep mental, prendre un entraîneur, être à côté d'un endroit où il y a les structures qui vont bien pour s'entraîner. Donc quand on est trailer, plutôt les Alpes, versus les Pyrénées, merci. Ouais, ça marche aussi, il y a des très bons trailers dans les Pyrénées. Ouais, il y a des très bons trailers en Bretagne aussi. Ouais, mais tout est question d'investissement. On parle souvent du 4e sport dans le triathlon, mais finalement, il n'y a pas un 4e sport, il y a 25 4e sports. Il y a le sommeil, il y a la récupération, il y a l'alimentation, il y a l'analyse des datas. Aujourd'hui, on va parler justement beaucoup plus des datas. Quelles sont ces datas qu'on peut utiliser, qu'on peut analyser, qu'on peut faire parler? Elles sont infinies. Et en fait, c'est ça qui est assez fou. Donc, au début, j'étais vraiment concentré sur la course à pied, sur le trail, parce que c'était mon domaine d'expertise. Et en fait, tu te rends compte que pour être bon en tant que mathématicien, il faut aussi être très bon praticien soi-même, parce que sinon ça va pas fonctionner. Et en fait, tu peux tout prendre. Quand je te dis que c'est vraiment un métier de consultant un peu premium, si tu vois, je rediscutais avec Quentin Fillon-Maillet avant-hier. On connaît pas. C'est pas que ça. Si tu vois, si. Il fait un petit peu le biathlon, c'est un sport où en fait tu fais du ski de fond et tu tires à la carabine, tu vois, c'est très sympa. Et du coup très cool. Et vraiment, il m'a dit, je veux de l'aide sur ça.
ça. Et en fait, c'est des données que j'avais pas forcément encore beaucoup, typiquement les statistiques au tir, j'avais jamais vraiment fait ça. Et pour le coup, c'est des trucs qu'on va récupérer, qu'on va essayer de corréler aux données de météo, de vent, d'humidité, de la piste aussi, ces données physiologiques avant le tir, justement, comment est-ce qu'il était. Donc en fait, c'est infini, il y a toutes les données qui existent. Nous, on a une quinzaine, une vingtaine de capteurs. Et en fait, on peut récupérer 50, 60 champs de données. Ça peut être la taille, le poids, le sexe, la raideur tendineuse, la VO2 max, les temps de soutien, la salinité de la transpiration. Enfin, c'est infini. Et le but, c'est le corps humain, c'est tellement complexe et tellement difficile à comprendre que, en fait, on est obligé justement d'avoir plusieurs capteurs qui seront tous faux parce que ça reste une petite vision du corps humain. Mais c'est vraiment hyper intéressant pour avancer là-dessus. Ouais, machine complexe. Et encore là, on parle que du corps. Exactement. On n'a pas encore parlé du cerveau. Oui, le cerveau, et même je disais, en fait, le gear, donc l'équipement, quand tu vois les travaux qu'on peut faire en aérodynamisme là-dessus, en fait, tu te dis, c'est fondamental. Enfin, moi, je m'inspire beaucoup d'autres sports aussi, la Formule 1, le vélo aussi. C'est fondamental. Enfin, c'est énorme tout ce qu'on peut faire, et on a clairement pas arrêté de s'amuser, je pense. Ouais. On l'a vu, si on prend juste un des exemples d'une des disciplines du triathlon, qui est la natation, la polémique qu'il y a eu il y a quelques années avec l'histoire des combinaisons en peau de requin, on les autorise pas, finalement on les a interdits parce qu'on s'est rendu compte que ça améliorait drastiquement les performances. Donc oui, il y a le corps humain, il y a le cerveau, et puis le corps humain dans son ensemble, cerveau compris, puis encore une machine à part, et puis l'équipement qu'on met à côté, quoi. Ah, bien sûr. Ok, et tout à l'heure tu disais que pour pouvoir bien faire ton métier, tu as besoin de toutes les données possibles et imaginables, mais tu as besoin qu'elles soient fiables. Ça veut dire quoi une donnée fiable ? Est-ce qu'une donnée fiable, c'est une donnée qui est issue d'une montre connectée, Garmin, Suunto, Polar, Apple Watch, tout ce qu'on veut ? Est-ce que c'est des données qui vont sortir d'une application qui vont être à moitié retraitées, comme Strava par exemple ? Est-ce que ça va être des données que toi tu vas aller collecter avec des capteurs que toi tu as développés ? Ça va être quoi une bonne donnée ? Et c'est souvent la question que je pose aux candidats que j'ai dans mon métier de recruteur qui postulent pour des postes de data analyst ou data scientist. Comment on sait si une donnée est bonne pour pouvoir aussi prédire derrière ? Ouais, il y a plein de façons d'avoir une mauvaise donnée. Ça, il y a plein d'exemples différents. Et en data science, on dit souvent garbage in, garbage out. Donc en fait, si tu as de la donnée garbage poubelle, si tu as de la donnée poubelle en entrée ou imprécise, et forcément en sortie de ton modèle, tu auras de la prédiction qui sera mauvaise aussi. Et c'est le fameux 3% du PIB qu'avait fixé la Commission européenne, et finalement ils se sont rendus compte qu'il y avait une couille dans la formule de calcul du fichier Excel. Non, j'ai pas vu ça là. Tu vois, typiquement, ça peut être justement un peu des erreurs de calcul comme ça, mais en fait, il y a plein de façons de se tromper, que ce soit juste la donnée qui est pas bonne, donc le capteur qui est pas bon. Je te donne un exemple, c'est la fréquence cardiaque au poignet par exemple. En fait, on sait très bien que ça bug parce que tu as des vibrations, etc. Donc il faut absolument mettre chest strap ou armband au bras. Le cardio-thoracique, la ceinture cardio-thoracique. Ou le brassard au bras. Désolé pour tous les anglicismes. Et puis en plus, c'est vrai que ça change aussi suivant la couleur de peau, suivant le niveau de pélosité, suivant l'épaisseur de l'os sur le poignet. Il vaut mieux avoir la ceinture cardio-thoracique. Oui, bien sûr. En vrai, tu vois, ça typiquement c'est fondamental, mais même imagine ta ceinture elle a 3 ans. Voilà, tu vois, on était sur la Maxi Race ce week-end. Du coup, j'accompagnais Roofcroft. Et du coup, c'est un peu une course de préparation pour l'UTMB. Je lui dis, voilà, dans cette montée, tu vas vraiment te donner à fond parce que ça permet en fait de tester un race pace et de voir comment est-ce que tu es capable de soutenir justement une accélération sur 2,5 km, tu vois. Donc, race pace, je corrige un peu, je complète. Allure de course. Désolé, je vais faire attention. Non, mais t'inquiète. L'allure de course sur l'UTMB, et typiquement, donc elle fait sa course. Je vois qu'elle est un petit peu en deçà des allures en minutes que je lui avais donné. Et du coup, je vois que sa fréquence cardiaque est relativement faible. Et je dis, attends, tu te fous de moi, je t'ai demandé d'accélérer et t'as pas tant accéléré que ça. Elle me dit, mais si, en fait. Et je pense que c'est sa ceinture cardiaque qui était mauvaise. Et du coup, elle est restée à 135, alors que normalement, elle aurait dû monter à 171, 172. Bon, on pourra en parler de ces capteurs de fréquence cardiaque, et même, comme tu le dis, il y a la ceinture cardio-thoracique qui est quand même un peu plus qualitative en termes de données que le capteur au poignet pour les montres.
En tout cas, en termes de course à pied, parce qu'après, ils peuvent être très bons pour certaines autres choses, notamment si tu prends si tu fais ton health snapshot. Donc là, c'est maintenant moi qui fais des anglicismes, mais sur les Garmin, on a cette capacité, quand on veut, de faire un snapshot, donc apprendre à un moment donné quel est ton niveau de forme. Il calcule la HRV, il calcule la fréquence respiratoire, etc. Et là, si tu bouges pas, le capteur est pas si mauvais que ça, je pense. Mais pour revenir sur les ceintures, il y a aussi l'effet que malgré tout, il y a quand même aussi beaucoup de perturbations des fréquences quand la montre communique avec la ceinture. Ouais, bien sûr. Voilà. Moi, je le vois là quand je vais courir le long du canal du Midi. Il y a des moments près des écluses, il doit y avoir des fréquences électriques qui perturbent tout, et mon cardio fréquence mètre m'indique que je passe de 90 à 130. C'est vrai ? Ah, c'est intéressant ça. Ah ouais, tu vois, mais tu vois, c'est ce genre de choses. En fait, ça restera une donnée, elle est forcément biaisée parce que c'est, comme tu dis, un snapshot à un instant donné. Mais il y a d'autres trucs. Il y a par exemple le fait que quand il fait 5 degrés de plus, ma fréquence cardiaque, elle va augmenter ou diminuer. Ça faut le prendre en compte. Il y a aussi typiquement rien que sur la compréhension elle-même du corps, le fait de prendre les lactates pour étudier à quel point on est fatigué, en soi ça reste quelque chose qui est pas forcément bon parce que on connaît pas encore super bien justement tous les cycles de consommation et de clearance, donc d'utilisation du lactate par le corps. Et du coup ça pour le coup c'est le plus simple et le plus précis qu'on ait actuellement justement sur le fait de comprendre bien la fatigue du corps à ce moment-là, mais c'est pas encore super précis. Donc on va avoir un capteur qui nous donne un très bon taux de lactate, mais ce sera pas encore justement suffisant par rapport à la compréhension physiologique. Surtout que c'est qu'à un instant T. Oui, exactement. Ça va être au moment où tu vas faire ton test et tu vas mesurer ton lactate. Mais à la limite, pour avoir des données fiables, il faudrait que tu aies un capteur infini, comme les capteurs de glycémie qui bien sûr, à se développer de plus en plus sur la base des gens qui sont diabétiques. Maintenant, on retrouve aussi ça dans le sport et même dans la vie quotidienne. On a le capteur qui est branché tout le temps et tout le temps, ça mesure ton niveau de glycémie. Mais ça va arriver pour le lactate et voilà, pour le coup, je pense que ça va être une vraie innovation parce qu'en fait, actuellement, on travaille qu'à la fréquence cardiaque. Enfin, même dans les plans d'entraînement que tu trouves dans les journaux, c'est vraiment tu peux travailler aussi à la puissance, mais c'est encore différent. Ouais, pour le coup, peut-être en vélo, mais pour le coup en course à pied quand même un peu moins. Et en fait je pense que quand il y aura un capteur de lactate en temps réel, mais tous les plans d'entraînement vont shifter parce qu'en fait on sera beaucoup plus précis justement avec l'étude dans la zone dans laquelle on est. Mais tu vois, tu parlais de glycémie, c'est la même chose. C'est un capteur qui est vraiment intéressant pour avoir tout ça, sauf qu'en fait on se rend compte que c'est dans le liquide interstitiel, donc c'est pas vraiment le sang, donc forcément il y a déjà un petit délai. Qui dit délai dit imprécision, et surtout en fait il y a aussi dès qu'on a des hormones, par exemple on s'était rendu compte dans les différentes courses de vélo, quand il y avait une chute ou qu'il y avait un peu un moment de stress, en fait ton corps forcément l'adrénaline est à fond, il produit justement de la glycémie, du coup ça te fait remonter ta glycémie. Du coup ça typiquement c'est un truc où le capteur il a beau être super bon, mais en fait ça réussit pas à vraiment comprendre quel est le réel taux de glycémie natif, vraiment qui est utilisé à l'effort, et ça c'est quand même fondamental. D'où le besoin aussi d'avoir, au-delà de capter des données, une analyse multidimensionnelle. Quelle est la valeur de la donnée à ce moment-là ? Quel a été le fait de course ou le fait d'entraînement à ce moment-là ? Tu l'as dit, on prend une course de vélo, il y a une chute, le taux d'adrénaline il explose, la glycémie elle explose. Pourtant, le mec il a pas appuyé plus fort sur ses pédales, quoi. C'est juste qu'il a eu peur de se prendre le vélo qui était en face. Mais ça, si tu as pas cette analyse multidimensionnelle, tu peux pas le comprendre en fait. Toi, quand tu vas avoir juste un pic de données, à la limite tu vas dire c'est un artefact, mais c'est tout ce que tu vas pouvoir te dire si tu connais pas les faits de course. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est fondamental, et c'est pour ça que ça prend aussi autant de temps mon boulot. Et c'est juste que avant de le donner pour un athlète amateur, ça va prendre quand même un petit peu de temps. Mais tu vois, genre un exemple que j'adore redonner parce que vraiment il est hyper parlant et il est un peu drôle aussi. J'analyse la Western States, donc une course aux États-Unis de Ruth Croft, une athlète néo-zélandaise. Une petite course d'ultra trail. Exactement. Voilà, qui est une des plus populaire, plus connue et plus ancienne aussi. Aux États-Unis, c'est la deuxième plus belle course du monde après l'UTMB, je pense. Enfin, d'après mon analyse de Chamonix. Sachant que l'UTMB est quand même la plus belle du monde. Oui, c'est vrai. Voilà. Ça reste les championnats du monde. Ouais. et du coup, une très belle course que gagne Ruth Croft en 2021,
21, je sais quoi, 21, 22, quelque chose comme ça, 21. Et, ou 22. Bon, il faudrait que je révise, tu vois. Et en gros, je fais passer tout ça dans mes algorithmes, etc. Et en fait, mon algo me dit, il faut arrêter les aid stations, donc les stations d'avitaillement, les ravitaux, parce que, voilà, c'est mauvais. Tu dis, attends, il se faut un peu de moi. C'est mauvais, multidimensionnel, c'est mauvais, mais après 50 bandes, tu tombes, quoi. Exactement. Et du coup, je regarde un peu, il me dit, c'est mauvais parce que la fréquence cardiaque, en fait, augmente trop aux stations de ravitaillement. Je dis, tiens, ça, c'est une première nouvelle. On va essayer d'aller creuser un peu plus dedans. Je regarde toutes les données et tout, et je vois que sur le premier ravitaillement, je crois, il y avait une augmentation assez importante de la fréquence cardiaque. Je dis, oula, il y a peut-être un truc qui cloche, j'essaie de regarder. Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, je me suis juste étouffé avec une banane et du coup ma fréquence cardiaque a monté. Et c'est effectivement en fait ça qu'il faut faire attention, c'est labelliser tout ça. Et justement en fait on est tellement précis qu'on peut pas se permettre d'avoir ce genre d'erreur. Et du coup j'ai dû délabelliser, donc en fait enlever cette partie du truc parce que c'était mauvais justement dans la compréhension de mon algorithme. Le fameux garbage in, quoi. Ouais, exactement. Mais là, cette banane était un vrai garbage dans mon... Sachant que ça aurait pu être aussi autre chose, parce que si ton algo te dit il faut arrêter toutes les stations de ravitaillement, peut-être que ce soit la Western ou l'UTMB ou autre, dans les stations de ravitaillement, tu vas avoir des stations de prise de vue, tu vas avoir les stations, de relais téléphoniques pour pouvoir faire la couverture de la course. Et ça peut aussi créer des interférences. Et du coup, ta fréquence cardiaque, elle va exploser, alors qu'en fait, la personne est juste à l'arrêt en train de pisser, quoi. Ouais, bien sûr, ouais. Et ça, faut faire hyper gaffe à ça, justement. Et en fait, c'est là où tu vois justement la puissance des maths, mais aussi l'idiotie. Enfin, c'est très bête comme machine en fait. Et c'est basique, quoi. C'est des 0 et des 1. Exactement. Donc c'est logique. Donc qui dit logique dit très bête aussi, tu vois. Et du coup, justement, faut apporter un petit peu cette expertise qu'on est obligé d'avoir dans le sport dans lequel on travaille. Ok. On digresse un peu, on divague un peu, mais c'est aussi ça les épisodes de Triathlète. Ouais. Tu vois, c'est pour parler partir un petit peu sur tous les sujets et essayer de mieux comprendre. Donc, donc toi, ton job, c'est de récolter des données, de les analyser et de faire des recommandations en tant que consultant sur l'utilisation de ces données. L'utilisation, c'est-à-dire, on a noté que ça, je te suggère d'agir autrement pour tes prochaines courses ou pour tes prochains entraînements. Effectivement, on peut comprendre que ça, ce soit plus adapté déjà aux sportifs et sportifs de haut niveau, eu égard à la collecte de données, le coût que ça représente, mais aussi à l'interprétation de ces données. Typiquement, un sportif amateur va mettre sa ceinture thoracique pour mesurer la fréquence cardiaque, ou va utiliser sa montre avec le capteur au poignet. Est-ce qu'il a conscience qu'il y a quand même un laps de temps entre le moment où la mesure est prise et le moment où elle est retranscrite dans la montre? Typiquement, on le voit bien, on fait un sprint, la fréquence cardiaque, elle n'augmente pas tout de suite. Et une fois qu'on est arrêté, la fréquence cardiaque, elle ne redescend pas tout de suite. Ouais, bien sûr. Ça, un sportif de haut niveau va l'avoir en tête. Donc, il va pouvoir éventuellement l'intégrer. Peut-être même que toi, tu vas pouvoir lui dire, tu as un lag de 3 secondes et demie, bon, on va arrondir à 3, donc prends-le en compte dans la mesure ou dans les recommandations que je te donne quand tu arrives au pied de la montagne, etc. Maintenant, comment tu concrétises tout ça? Tu nous as parlé d'algorithmes. Je voulais revenir déjà sur les capteurs, sur la captation des données. Est-ce que toi, tu as développé des capteurs pour tout ça ou tu t'appuies sur des capteurs qui sont sur le marché? Non, impossible, trop dur. Le hardware, c'est un métier à part entière et c'est impossible de développer en même temps de faire le travail que je fais, ça c'est sûr et certain. Par contre, on teste beaucoup justement de capteurs que nous envoient les différentes marques. En fait, eux, leur but c'est de faire du chiffre grand public. Donc en fait, on les aide limite à développer certains de leurs produits en leur faisant des retours et en testant vraiment à la pointe de la pointe justement leurs capteurs pour être vraiment efficace. Donc ouais, on a pas mal de capteurs qui nous sont envoyés pour pouvoir tester. Dans tous les sports différents ou tu te concentres justement que sur la course à pied ou... Non, dans pas mal de sports. En vrai, le moteur, ce que j'appelle engine de l'athlète, c'est vraiment utile dans tous les sports, en tennis, que ce soit en course à pied, que ce soit en vélo, etc. C'est vraiment un fonctionnement qui est très important. Donc la salinité de la transpiration, on peut pas dire que ce soit un capteur juste pour la course à pied, c'est un capteur pour tous les sports justement, qui un peu d'endurance où il y a quand même peut-être 1 heure ou 2 heures d'effort parce qu'on va perdre justement des sels minéraux, donc ça c'est important. Mais ouais, c'est des capteurs qu'on utilise dans beaucoup de sports différents. Tiens, parlons de la salinité par exemple. Si on prend la fréquence cardiaque, c'est assez bien connu, on sait la mesurer, on sait que même si chaque personne est différente, on va avoir des templates, on va avoir des idées de comment ça va évoluer, quelles sont les recommandations qu'on peut donner. Sur la salinité, j'imagine que c'est quelque chose qui est encore totalement différent, qu'on soit petit, grand, blanc, noir, jaune, qu'on ait 12 ans ou qu'on en ait 80, on va pas avoir le même type de sueur. Déjà, est-ce que la sueur
en tout cas de ce que tu sais, elle va évoluer suivant ton âge, ou ta façon de manger, ou ta façon de boire, etc. Et puis surtout, comment est-ce qu'on en définit des templates, des algorithmes qui vont analyser tout ça? Ouais, bon, c'est un exemple assez précis. Toi, dis-moi si je te pose la question, est-ce que tu as un salty sweater? Ça veut dire la traduction littérale, c'est un transpirateur salé. Donc en gros, ça veut dire est-ce que tu évacues beaucoup de sels minéraux avec ta transpiration? Ça, effectivement, c'est des trucs qui changent beaucoup en fonction même de l'entraînement. En fait, on remarque que les quantités de sudation en fait sont vraiment différentes en fonction de à quel point justement t'entraînes et ton état de forme. Parce qu'en fait, c'est aussi une façon de se rafraîchir, et du coup, souvent plus tu t'entraînes, plus tu vas avoir tendance justement à activer cette fonction de sudation qui est hyper importante. Et oui, effectivement, c'est hyper personnel par rapport, comme tu disais, à la race, à l'ethnie, au sexe, à la taille, à l'âge, etc. Et du coup, justement, on comprend très bien ça pour en fait déterminer la perte et du coup ce qu'il faut prendre justement en alimentation et en supplémentation. Ça, c'est sur la captation des données. Après, maintenant, sur l'analyse, toi, vous avez développé des algorithmes. Comment tu exploites tout ça? Comment tu fais des recommandations aux sportifs que tu accompagnes? Du coup, comme je te disais, c'est vraiment je récupère une question et je vais essayer de répondre à cette question. Et ça, c'est doublement important parce que déjà, je sais exactement quel est le sujet qui va intéresser le plus, et surtout l'athlète va être beaucoup plus sensible à la réponse parce que c'est déjà un pain point, un problème pour lui, et du coup, il va avoir tendance à écouter justement et à beaucoup plus suivre les recommandations. Et après, c'est juste des débriefs, typiquement sur certains race briefing de course sur un UTMB, ça peut faire 60 pages, tu vois, sur vraiment l'explication. C'est assez holistique, donc ça va être le pacing, forcément, c'est ma marque de fabrique, mais après ça va être la météo, l'alimentation, les différents équipements qu'il faut mettre sur et sur la course, ou sous tous les points de ravitaillement en eau hors des stations de ravitaillement, au cas où justement il y a une flasque qui se perd, ce genre de choses. Tous les what if, donc c'est les cas non conformes, comment est-ce que ça se passe, il y a ça ou ça qui se passe, l'analyse de la concurrence, enfin, c'est hyper large, et en fait je leur fais des débriefs ou des articles que j'écris avec toutes les indications, je leur pitch le truc pour justement les former, et ils me disent ok, bien compris, et après ils font leur course et ils l'appliquent en course. Et tu interviens du coup en prédiction de course ou aussi en débrief de course? Là tu dis par exemple race débrief, quelqu'un qui va faire l'UTMB, tu vas analyser ses données post-course, tu vas lui faire un débrief là-dessus. Dans quel objectif? Mieux comprendre ce qui s'est passé dans la course et donc pouvoir réagir sur la prochaine, ou au contraire déjà préparer la prochaine course pour lui faire des recommandations, soit eu égard à ça ou ces questions, soit toi-même de façon proactive lui faire ses recommandations? Ouais. À chaque fois, si on fait un débrief de course, c'est surtout pour la course d'après. Okay. Ça n'aurait pas de sens en fait, de faire juste un débrief, t'as été fort, t'as gagné, ou au contraire t'as perdu. Pour le coup, c'est vraiment pour la course d'après. Et tu vois, si j'accompagne quelqu'un en fin de carrière, je suis pas sûr de lui faire un débrief sur sa dernière course parce que ça aurait pas vraiment d'intérêt, quoi. Par contre, tu dois avoir un paquet de data si t'accompagnes quelqu'un en fin de carrière. Ouais, tu vois, un truc qui est marrant, mais c'est ouf, et c'est ça que c'est vraiment important. Quentin, toujours Fillon-Maillet, il m'a dit qu'il avait des données depuis 2005, qui va justement tout m'envoyer pour réussir à comprendre comment est-ce qu'il a changé. Et 2005, c'est quoi? C'est 230, ouais, ça, 230 départs de Coupe du Monde. Là, t'as de la donnée intéressante à avoir. Sachant que la donnée, après, la captation de la donnée, la valeur de la donnée et la qualité de la donnée n'était pas la même. Oui, non, bien sûr, mais ça reste quand même intéressant. Je pense que même quand Quentin Fillon-Maillet, il avait des capteurs de fréquence cardiaque qui étaient vraiment intéressants. Même en termes juste de volume d'entraînement, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'il a fait, d'essayer de corréler le volume d'entraînement au taux de réussite des tirs couchés, par exemple. Ça, pour le coup, on a depuis 2005 les données. C'est hyper intéressant sur les statistiques de course. Et toi, après, ces données-là, tu les destines que à ton client, ou ça te permet de créer des modèles et après d'intervenir pour d'autres clients? Typiquement, là, si tu prends toutes les données de Quentin Fillon-Maillet et que tu as un autre biathlète qui vient te voir et qui te pose la question, tu sauras te baser un petit peu sur le template que tu as créé. Non, ça on peut pas du tout pour le coup. C'est trop précis. Déjà, moi j'aime pas parler de clients, c'est plus des athlètes. C'est un peu comme les médecins qui disent non, c'est pas des clients, c'est des patients. Mais ouais, moi c'est vraiment, je suis au service d'un athlète en particulier et on signe un ND, et ça faut se rendre compte que NDA, accord de non-divulgation d'informations. Ouais, non-disclosure agreement, c'est en fait le fait de dire on a accès à ces données, mais par contre on ne le dit à personne et on n'a pas du tout le droit de les transmettre. Ça c'est hyper important, et ça je pense que les Français n'ont pas encore trop cette vision-là, mais c'est vrai que c'est de l'or en barre ces datas-là. En vélo, on s'en rend compte vachement, c'est impossible d'avoir des données en vélo. Je pense qu'il y a aussi une raison cachée qui est peut-être ils ont peur de se rendre compte qu'il y a des augmentations trop importantes de performance.
Mais c'est vraiment c'est pour ne pas divulguer les secrets de l'entraînement, c'est pour ça. Les secrets de l'entraînement, les special techniques, les méthodes spéciales qu'ils utilisent. Mais pour le coup, je pense que ça, c'est vraiment mais la valeur, c'est le passeport de l'athlète, et du coup, on peut pas du tout se permettre de le transmettre ou quoi. Regarde, on a signé avec, ce sera officiel, je pense quand il sortira le podcast, mais on a signé avec une athlète qui est championne olympique française en triathlon. Donc, je ne vois pas. Tu vas après qui c'est. On s'est battu pendant 3 mois avec les avocats justement à dire ok, on a le droit de dire ça, qu'est-ce qu'on fait, comment on se positionne, et c'est des contrats qui font des centaines et centaines de pages, et notamment sur l'exclusivité. Forcément, pendant la compétition et la période d'entraînement, on n'a pas le droit justement de signer avec d'autres athlètes, ce qui est totalement normal. Et il y a même genre 2 ans supplémentaires on appelle ça le NCA, Non-Competing Agreement, où en fait on peut pas travailler avec une de ses concurrentes. Enfin, même pour aller plus loin, ils n'ont pas voulu qu'on accompagne quelqu'un en triathlon longue distance, alors que en fait ça aurait pu être hyper intéressant d'avoir justement une athlète courte distance en WTCS et format olympique, et peut-être quelqu'un justement en longue distance, parce que c'est quand même 2 sports différents. Ouais, même ça c'est pas passé, et après on en a quand même, je peux lui proposer, et si elle donne son accord, je peux accompagner une de ces athlètes, mais pour l'instant c'est impossible, et voilà. Et c'est normal, c'est complètement normal, et c'est faire quoi. Alors c'est normal, oui. Après, ça c'est peut-être notre vision plutôt franco-française, parce que si tu regardes du côté anglo-saxon, et en particulier américain, c'est toujours une question de business. Et quand tu as des données, que tu arrives à créer un template, un pattern, c'était le mot que je cherchais tout à l'heure, et que ça te permet après de le dupliquer ou de le scaler à moindre coût, à quelques ajustements près, il y a plus de capacité de business. Oui, non, bien sûr. Moins de temps passé, plus de business à faire, etc. Mais c'est le gros projet là pour l'année 2025 et 2026 avec Enduro, c'est en fait de réussir à trickle down theory, donc la théorie du ruissellement sur le grand public. Donc c'est pas forcément les datas en tant que tel de l'athlète, mais c'est plus la compréhension globale, générique, etc. du sport qui nous a permis en fait de développer ces algos, de le proposer au grand public. Donc ça va être tous les athlètes amateurs, donc potentiellement beaucoup de triathlètes qui sont en train de nous écouter, pour en fait avoir un plan de pacing qui soit beaucoup plus personnalisé que ce qu'ils sont capables de faire, et surtout d'avoir cette granularité en fait de la donnée qui leur permet en fait d'être très précis sur un parcours qu'ils connaissent pas, par exemple. Sachant que, et là c'est une question peut-être idiote, tu vas me dire, mais un athlète de haut niveau, un sportif, une sportive de haut niveau, ça ne se comporte pas pareil, et son corps ne se comporte pas pareil, et il n'a pas les mêmes capacités de récupération qu'un amateur. Un sportif de haut niveau, il va s'entraîner peut-être 20 heures, 30 heures par semaine pour ceux qui font le plus de volume. Par contre, en théorie, il va avoir au moins 30 heures de récupération entre le sommeil, la sieste, l'alimentation, l'hydratation, machin, etc. Sans parler des kinés et autres. Un athlète amateur, même ceux qui vont au championnat du monde d'Ironman à Hawaï ou à Nice, une année sur 2, mais ceux qui bossent, ils bossent 40 heures par semaine, ils s'entraînent 20 heures, et ils récupèrent quand ils peuvent, et souvent ils ont des enfants, ils ont une vie de famille, qui leur permet pas de vivre comme un sportif de haut niveau. Et tout ça, peut-être que c'est pas le même pattern que les datas que tu as analysées sur des sportifs de haut niveau. Ouais, bien sûr. Ça, pour le coup, c'est 100% donc, le ruissellement, vrai. Ouais. Après, pour le coup, il y a quand même une compétence et une expertise quand même assez forte qui pourrait être réutilisée. Quand tu vois les consommations énergétiques à différents seuils, etc., ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que il y a, je pense que même les athlètes de haut niveau en tant que tels, c'est des exceptions. C'est des bizarreries de la nature, hein, parce que ils sont un truc poussé à l'extrême, etc. Alors, on est dans X-Men là. non mais vraiment c'est des j'appelle ça des fucking exceptions. Ils sont trop bizarres parce que en fait ils ont une capacité de récupération qui est exceptionnelle, ils ont une résistance à la douleur qui est exceptionnelle, et du coup on peut pas récupérer tel quel justement le modèle pour un athlète amateur. Mais par contre ça donne quand même beaucoup d'informations, tout le travail que je fais, ça. Quand tu bosses pendant 3 ans, 90 heures par semaine, je peux te dire que t'en acquiers de l'information. Et donc, il y aura quand même une grosse expertise pour le grand public, pour justement en fait, leur permettre d'avoir un plan de nutrition qui est un peu plus précis, le fait de pouvoir ralentir un peu quand t'as le vent de face, parce que justement, on a calculé ton CDA, ton coefficient d'aérodynamisme, ce genre de choses. Ça peut être vraiment intéressant, je pense, pour le grand public. Au-delà de ça, si on extrapole, on sort un peu du podcast de notre athlète, quoique on a aussi interviewé pas mal d'amateurs qui sont des gens qui sont assez performants dans leur vie professionnelle. Ouais. Petit coucou à Philippe Martin, qui en est à, je crois, 52 triathlon distance Ironman, wow. Alors qu'il est CEO d'une division chez Safran qui pèse plus de 20 millions de chiffre d'affaires. Donc voilà, je divulgue rien, c'est Philippe, t'en as parlé si tu nous écoutes. Donc il y a aussi le fait d'être
performant dans le sport, mais performant au boulot. Est-ce qu'il y a une branche de l'enduro qui va se destiner à accompagner les athlètes de haut niveau professionnel, ces gens qui ultra performent dans la vie professionnelle? Ouais, carrément, moi c'est vraiment un truc qui m'intéresse bien, que ce soit par l'intermédiaire de NutriPure ou directement chez Enduro, mais c'est vraiment un truc qui me passionne pas mal. Le fait d'aller gagner une médaille d'or olympique, forcément c'est très très excitant, mais en fait d'aller se battre pour passer sous la barrière horaire de l'UTMB, donc en 46 heures et 30 minutes, en fait c'est aussi excitant parce que on retrouve la compétition dont je t'avais parlé, où en fait il faut tout mettre en œuvre pour faire 46 heures. Donc c'est plus 19 heures, c'est 46 heures, et pourtant en fait t'as plus de contraintes. Tu parlais du boulot, des enfants, etc. Mais c'est encore plus excitant, je trouve, d'aller mettre tout ça pour aller passer cette barrière horaire. Et moi c'est vraiment ce qui m'intéresse pas mal, ou d'aller finir un 50e Ironman, ou d'aller gagner 3 minutes sur son 53e Ironman. Enfin, c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes, et pour le coup il y aura comme complètement une grosse partie d'enduro à terme qui ira là-dessus, parce que c'est aider des gens passionnés à mieux performer, ce que j'appelle les comités d'amateurs, donc les amateurs éclairés, tu vois, qui ont envie de s'entraîner comme des professionnels, et en fait on peut créer des belles histoires. Je pense que le sport c'est aussi des belles histoires, et en fait pour ceux qui sont passionnés de data, mais c'est exceptionnel en fait de traquer, de voir comment est-ce qu'on évolue, et je pense que ça peut vraiment bien marcher dans le futur. Je reviens justement sur la question que je te posais, mais vraiment sur l'environnement professionnel. Est-ce que vous allez aussi accompagner des patrons, donc des CEO, des C-level, donc des gens, des dirigeants de grosses boîtes qui ont besoin de performer, mais à leur niveau, ils sont pas sportifs, mais par contre leur boulot c'est du sport, quoi. Ouais. Ça c'est un point intéressant, j'avoue que j'en ai pas encore trop parlé, c'est encore un petit peu un secret à ce niveau-là, mais Tu signes un NDA? Non. De toute façon il y a je sais pas combien de milliers ou millions d'utilisateurs du podcast qui vont avoir accès à cette information, dont potentiellement quelques high potential ou C-level, donc justement des gens qui travaillent dans les grosses entreprises. Là on est en train de signer potentiellement une mission avec LVMH, pour justement en fait s'occuper des personnes de leur board sur quelques jours justement dans l'année, en fait de faire vraiment des camps d'entraînement spécifiques, donc pas forcément, c'est pas des sportifs, mais par contre en fait comme tu dis ils travaillent 45 heures, 50 heures, 90 heures par semaine, et du coup ils ont besoin de cet équilibre de vie. Et en fait toute l'approche holistique qu'on apporte aux athlètes de haut niveau, que ce soit en nutrition, en sommeil, même en respiration, en fait c'est des choses qu'on peut carrément reproduire dans le domaine du boulot, et qui pourront leur être vraiment efficaces. Donc je t'en dirai plus quand on fera ces premiers camps d'entraînement avec LVMH, mais eux ils sont hyper partants là-dessus, et c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant de bosser avec des gens comme ça. Intéressant, on suivra ça avec plaisir. S'il y a d'autres personnes intéressées justement dans les auditeurs, ouais, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer. C'est pas moi qui m'en occupe chez Enduro, mais ouais, c'est vraiment un truc qui est intéressant, et on va chercher de l'information, on va chercher justement aussi de l'expertise là-dessus, donc c'est vraiment cool. Avec la difficulté que aller récolter de la data pour les sportifs, même les committed amateurs, même les sportifs, et surtout les sportifs de niveau, c'est dans les mœurs. On porte tous maintenant quasiment une montre connectée, la ceinture cardio-thoracique, c'est voilà, qui va courir sans sa ceinture cardio, quoi, franchement. Mais chez les dirigeants, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être différent, et il y a peut-être aussi une réticence à partager ces données. Alors pour le coup, moi, mon avis là-dessus, c'est t'es réticent, ça veut dire que c'est pas fait pour toi. Et que ce soit vrai pour les athlètes de haut niveau ou pour les high potential, comme on dit, en vrai, moi j'impose pas du tout la data aux gens. C'est vraiment, si ça vous intéresse, et si tu penses que Enduro ou Joseph peut t'aider, dans ce cas tu te mets au niveau justement pour pouvoir le faire. Tu vois, j'ai eu des athlètes où en fait, même typiquement mon process de recrutement d'athlètes, donc c'est les gens qui viennent me voir, qui me disent j'ai suivi un peu ce que tu avais fait, est-ce que tu serais intéressé pour bosser avec moi? Donc je leur fais un peu le pitch, etc. Souvent ils sont très 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 excités parce que c'est sexy comme accompagnement, mais je leur dis on ferme le call, t'attends 2 jours et tu me fais un mail pour me dire oui, je suis intéressé pour bosser avec toi, parce que j'ai besoin d'avoir des gens qui sont fondamentalement convaincus que c'est une bonne chose pour eux. Parce que c'est tellement contraignant comme domaine comme technique en fait, parce qu'il faut porter des capteurs, faut faire des feedbacks, faut être hyper méticuleux aussi justement dans sa façon de faire les choses, que c'est pas du tout réservé à tout le monde. Et du coup je dis, les gens qui n'ont pas envie de porter de capteurs ou quoi, no way, enfin vous serez même
peut-être plus efficace sans ça. Donc moi j'ai vraiment envie d'avoir que des gens, et il y en a là très largement, qui sont intéressés de bosser avec nous en portant ces capteurs et en étant efficaces là-dessus. Et d'ailleurs, je vais juste partager une petite expérience. Moi, je suis pas sportif de haut niveau, mais il y a 2 ans, quand j'ai fait mon défi, en préparation du défi, pendant 9 mois, j'ai pu échanger avec un sport scientist, donc un scientifique des données appliquées au sport, et j'avais eu accès, alors je pense que je peux en parler maintenant, il y a prescription, mais la plateforme de collecte de données, enfin plutôt de feedback de données de l'INSEP. Ouais. Pour les sportifs de niveau. SDH PAMS, PMAS. Ouais. Et c'est vrai que c'est super contraignant parce qu'en fait le matin il faut que tu logues tes données de la veille ou de la nuit, puis dans le courant de la journée il faut le refaire, et puis en fait c'est pas du tout connecté avec les appareils connectés. Donc, en tout cas c'était pas le cas il y a 2 ans. Franchement moi j'ai aucun problème à porter 18 000 capteurs sur moi, mais si tout est interfacé c'est tellement plus simple. Et là c'est vraiment de la déclaration, c'est du déclaratif. Donc il faut ouvrir l'application qui plante une fois sur 2, il faut aller mettre tes données, combien de temps t'as dormi, quand est-ce que tu t'es couché, quand est-ce que tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as mangé, etc. Et je peux comprendre que c'est destiné que aux gens qui ont vraiment envie d'y aller. Ouais, mais ça pour le coup c'est quand même une sacrée mauvaise expérience par rapport à ce qu'on fait, nous, ce qu'on est capable de porter en tant qu'expérience client, c'est expérience athlète. Pareil, c'est un gars de l'INSEP qui avait popularisé un peu le terme, le invisible monitoring. Donc en fait c'est à quel point on est le plus invisible possible pour l'athlète. Effectivement, pour le coup moi je leur demande jamais d'aller mettre leur data et tout, c'est juste ils ont leur capteur. Et moi je reçois toutes les informations en direct, mais sans qu'ils le sachent vraiment. Ça c'est hyper important parce que ça apporte tellement de charge mentale que j'essaye vraiment de m'effacer le plus possible pour pas justement qu'ils aient de travail supplémentaire à faire, et donc pour éviter ce genre de très mauvaise expérience qui est une expérience atroce en vrai, parce que t'as pas envie d'aller mettre tout ça. Le but ce serait vraiment juste tu prends limite une photo de ton repas, et là t'as un algorithme d'IA qui te calcule tout sans que t'aies ok il y avait 342 grammes de patates et il y avait une banane mais en fait elle était plus grosse, donc enfin c'est ce que je veux dire. Ouais, bon, on n'y est pas encore, mais c'est vrai que limiter tous ces irritants, ce serait tellement plus sympa. Ah, bien sûr. Ou même un rapport à la fin de la journée, et puis tu as juste à valider ou à modifier, quoi. Ouais, bien S'il y a des données qui ont été mal saisies. Typiquement, tu reprends la photo de ton repas et puis qui est analysée par l'IA, puis tu te dis, bah, c'était une banane, non, c'était pas une banane, c'était, je sais pas, un kiwi. Bon, bah voilà, tu corriges. Mais pour le coup, l'INSEP, ils ont quand même bien avancé dessus, avec le SDH et notamment Nathan Miguens, qui est un ingé monstrueux. Il est vraiment très très fort là-dessus, et justement lui il porte un peu cette vision nouvelle, moderne, de se dire bah voilà, faut avancer, faut avoir de la tech qui soit au niveau. Une appli qui plante c'est pas normal, une appli qui est pas connectée à Coros, Garmin, etc., c'est pas normal non plus. Bon, revenons un petit peu aux sportifs amateurs. On a beaucoup parlé de tout ce que tu fais, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on pourrait faire, du ruissellement qui va arriver bientôt chez les amateurs. Mais pour l'instant, aujourd'hui, ça y est pas. En tout cas, c'est pas ce que propose Enduro. Mais aujourd'hui, un sportif amateur, qu'est-ce qu'il peut faire des données ? Parce que mine de rien, on a une montre connectée. Si on la porte tous les jours, on a déjà pléthore d'informations. Juste pour partager une anecdote, là je me prépare pour le Tilo avec mon binôme. J'ai été malade pendant 6 semaines et notre coach, on fait des points hebdo sur comment avance l'entraînement. Bon, moi j'avais rien à dire pendant 6 semaines, hormis j'ai balade. Voilà. Et le coach arrivait à dire je porte ma Garmin tous les jours, tout le temps, 24 heures sur 24, sauf quand je la recharge. Et par rapport aux données qui sont déjà transmises par ma Garmin et dans Nolio, il savait dire non mais là c'est bon, t'es en forme, t'as pas perdu ton niveau de forme. Le sportif amateur qui porte une montre connectée ou autre chose, une montre ou un bracelet ou autre, il collecte déjà pléthore d'informations. Qu'est-ce qu'il peut en faire, ce sportif amateur, lui, si il n'est pas entraîneur, s'il n'a pas le regard d'un data analyst, d'un data scientist, d'un sport scientist? Qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce que peut faire monsieur et madame tout le monde qui court 3 fois par semaine et qui a déjà toute une batterie de données? Ouais, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est le gros trou dans la raquette actuellement, c'est que pour moi j'appelle Strava, c'est un peu des cimetières de data, quoi. Les gens ont 1 milliard de trucs mais ils savent pas les utiliser, et ça je trouve ça super dommage dans la compréhension fine et technique. Du coup tu vois là on a lancé avec Enduro, donc c'est déjà on a des plans de pacing qui soient personnalisés, qui sont déjà disponibles, tu vois, à la vente, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui existe. Et surtout en fait, je sais pas si tu avais vu passer sur Strava, on a fait une intégration qui permettait en fait de calculer le coût de l'altitude, de la température, du vent et du dénivelé sur une course à pied ou à vélo. Tu vois, et grâce à ça, en fait, on récupère pas mal de données avec les gens qui veulent pour leur construire ce que j'appelle une matrice de coureur. Et ça, c'est vraiment le petit frère du digital twin qu'on utilise pour les athlètes de haut niveau. En fait, c'est à travers cette matrice de coureur, lui déterminer quels sont ses points forts, ses points faibles, et justement lui donner une première aide justement dans cette analyse de données. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est déjà sorti et qui va continuer à s'améliorer au fur et à mesure. Donc
pour moi, c'est une des solutions. Forcément, je parle d'enduro parce que c'est un peu la boîte, c'est ce que j'essaie de pousser. Mais c'est vrai qu'actuellement, dans le domaine, il y a peu d'aide à la décision, il y a peu de compréhension. Et la science de l'entraînement, c'est quand même un truc mais monumental. Enfin, tu dois très bien le connaître. Les répondeurs, les non-répondeurs, les temps de soutien, comment est-ce que ça fonctionne, l'impact de la température. Enfin, t'es obligé de surdocumenter. Et moi, ça fait depuis que je suis petit que je m'entraîne fort, que je lis énormément de choses. Et encore aujourd'hui, j'apprends des milliards de trucs quand je fais ma veille technologique, ma veille scientifique là-dessus. Donc, je pense surtout que tout change à une vitesse. Enfin, le polarisé, bien sûr. On n'en parlait plus, on en parle. La course pieds nus, on n'en parlait plus, on en parle. Oui, tout change. En beer ouais. foot, hein. En plus, voilà, Ouais. l'occasion de placer Sagaro d'autres ambassadeurs. Si vous voulez un code pour avoir 10% et tester les chaussures, T'as vu, je suis fort, je suis t'es bon, merci. Je suis un bon invité. Non mais effectivement, et du coup c'est soit on prend un coach qui lui pour le coup connaît tout ça et va pouvoir analyser les données. Donc là mais ça peut être très vite 250 €, 500 € par mois parce que c'est un vrai travail d'expertise. Soit justement en fait c'est utiliser des outils qui vont commencer à sortir de compréhension du modèle physiologique de l'athlète. Et cet outil de enduro là pour les athlètes amateurs, tu y accèdes comment ? C'est directement sur le site, faut aller regarder. On l'est sorti en plus il y a la semaine dernière la nouvelle version du site. Donc ouais, faut juste se connecter, regarder un petit peu ce qu'on fait et il y aura tout ce qu'il faut. Je remettrai un lien. Ah, ça marche. T'as parlé vite fait d'IA. T'es un très bon intervieweur, tu vois aussi. Merci. On se renvoie la balle. T'as parlé un petit peu d'IA tout à l'heure. Ouais. C'est quand même un peu le gros sujet du moment. On est en 2025 quand on enregistre, début juin. J'espère qu'il va pas sortir en 2027. Hein. Non, pas celui-là. On en parle de plus en plus. Est-ce que vous aidez de l'IA, que ce soit pour constituer des algorithmes, pour analyser les algorithmes, pour aller capter de la donnée? Est-ce que l'IA, c'est votre meilleur ami aussi? Ah ouais, mais 200%. Enfin, moi, ma formation, c'est justement data science et IA. Enfin, je me suis vraiment... C'est mon domaine d'expertise et je pense que c'est ce qui me permet d'être bon aujourd'hui. C'est parce que la qualité de nos algorithmes, c'est justement parce qu'on fait de l'opti, donc de l'optimisation. On a beaucoup d'algos qui tournent là-dessus et c'est pour ça que je pense qu'on est actuellement une des seules boîtes à le faire de manière aussi précise et c'est comme ça qu'on réussit à signer des très très bons athlètes, tu vois. C'est parce qu'il y a vraiment cette... j'aime bien me définir avec la double casquette. La casquette expertise académique qui est quand même importante, c'est vraiment le geek, le data scientist qui analyse tout ça, et de côté l'entraîneur plus le côté expérience terrain. L'un sans l'autre ça marche pas, mais il faut vraiment avoir cette expertise terrain. Et il y a beaucoup de sport scientists qui se disent ok, trop bien, je vais commencer à analyser les données, mais en fait quand t'as pas fait 5 ans d'école d'ingé, 2 ans de prépa, c'est très compliqué quand même justement d'aller cranter sur cette compréhension, d'avoir du débiaisage, etc. En fait, t'es pas assez bon techniquement, même avec 3 ans de cours de CNED pour justement réussir à être bon là-dessus. Donc effectivement, c'est beaucoup d'IA. Moi, j'aime pas trop le dire parce qu'il y a des centaines de gens qui disent ouais, on fait de l'IA alors qu'en fait pas du tout. Donc je trouve que c'est un peu un buzzword. Donc moi, j'évite de trop le dire. Mais effectivement, s'il y a une boîte qui utilise de l'IA, je pense dans le monde du sport clairement ou du ML, c'est enduro. Ouais. Le ML, donc machine learning, pourquoi ? Pour mieux comprendre l'évolution, les patterns que vous créez, faire évoluer les algos ? Ouais, c'est ça. C'est comprendre les grands jeux de données. Ouais, je pourrais rentrer en détail dans tous les algos qu'on fait, mais il y a des trucs de LSTM par exemple, donc c'est Short Term Memory. En gros, je vais donner un exemple tout simple. Là, c'est vraiment du technique. Ça intéressera peut-être certaines personnes, mais en fait, c'est dans la rédaction de texte. Donc, en fait, comment est-ce que ChatGPT écrit ses phrases? Donc, en fait, il va pousser du coup des mots au fur et à mesure. Et en fait, long, short term memory, ça veut dire que en même temps, il regarde le mot qui est juste avant pour que ça ait un rapport avec le mot d'après. Et en même temps, long, il va quand même aller chercher dans sa mémoire quel est le contexte global, parce que sinon il dit des phrases qui sont juste techniquement mais qui n'ont pas de sens global. Et du coup ça c'est un peu ce qu'on essaie de faire aussi à l'entraînement, c'est de se dire ok quelle va être la prochaine séance ou comment est-ce que mon corps va réagir à la prochaine séance avec celle juste avant, parce que c'est quand même la meilleure vision qu'on ait de l'état de forme à ce moment-là, mais surtout sur le mois d'avant ou même l'année dernière à la même époque pour justement aller chercher des informations. Et c'est finalement ce que fait normalement un bon entraîneur. Bien sûr. Il entraîne pas à l'instant T, quoi. Il te dit pas cette semaine tu fais ça et puis la semaine d'après il te dit tu fais ça sans avoir regardé ce qui a été fait avant et surtout sans regarder l'objectif qui va venir. Ouais, bien sûr. Je répète la question.
est-ce que justement les algos qu'on utilise, c'est ce que devrait faire un bon entraîneur? Mais 100%. Quand je te dis les data et les mathématiques, c'est profondément bête, ils copient l'humain, tu vois, même tout ce qui est réseau de neurones, etc., c'est pas pour rien. Enfin, c'est vraiment comprendre comment est-ce que l'humain fonctionne pour pouvoir justement réussir à avoir un peu plus d'intelligence là-dessus. C'est exactement ça, c'est vraiment tu vas automatiser ou tu vas essayer de faire mieux que l'humain, je pense, parce qu'il y a quand même cette notion de plus grand champ de données pour regarder tous les signaux faibles, etc. Mais tu vas quand même essayer de reproduire le fonctionnement humain pour être le meilleur possible. Clairement. On pourrait rentrer dans des sujets techniques, mais c'est aussi pour ça que ça s'appelle intelligence artificielle et pas réflexion artificielle ou réponse artificielle, quoi. C'est vraiment intelligence dans le sens essayer de mimer l'humain pour réfléchir. Et réfléchir aussi en ayant tout ce passif. Là, tu parlais de Quentin Fillon-Maillet qui va t'envoyer ses données depuis 2005. Toi, ça va permettre de créer des patterns, des algos, d'ajuster tes algos, de créer des templates, des modèles sur la base de tous ces entraînements depuis 2005 et pas uniquement depuis la saison dernière. Oui, bien sûr. Ouais. Et ça, c'est fondamental. Et quand les gens me disent est-ce que l'IA va remplacer les coachs, non, je pense pas, parce qu'il y a quand même une notion d'expertise. Et puis même, l'IA se trompe de temps en temps, enfin, surtout dans les LLM, donc les modèles de données Large Language Model. Ça, pour le coup, il y a beaucoup d'erreurs, notamment il y a encore Anthony avec qui je travaille qui m'envoie une capture d'écran d'un chat GPT et en fait il y avait une faute de calcul qui était énorme. Donc justement il faut avoir quand même une validation d'un humain qui a justement cette expérience, mais c'est juste que ça nous permet de travailler plus vite et surtout de faire toutes les tâches un peu rébarbatives voilà, qui étaient impossibles même à faire par un humain parce que il y avait trop de volume de données. Là justement, et c'est un peu la tagline d'Enduro, c'est tu comprends un peu le jeu de mots autour du nom ou pas? Ouais. Et pour ceux qui sont pas forcément data scientists, c'est une blague un peu niche, c'est endure pour l'endurance et raw pour la donnée brute. En fait, en anglais, c'est la viande crue, raw meat, c'est les photos qui sont pas encore analysées. Donc en data science, c'est raw, data raw, c'est vraiment des choses qui sont pas encore exploitées. Et du coup, la tagline, c'est la devise, c'est We turn raw data into relevant analysis. C'est comment est-ce que on utilise des champs de données, des data swamps, des champs de données qui sont imbitables en quelque chose qui est vraiment hyper exploitable, voire visuel pour l'entraîneur. Quand on s'est dit qu'on parlerait de data, très innocemment, je t'ai dit que j'avais quand même un spoiler. Oui. Et on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, notamment sur mon expérience quand je te disais que je devais saisir mes données. Tu me disais, alors, il faudrait que ce soit le plus transparent possible. Il y a quand même un truc, c'est qu'effectivement, il faut que ce soit transparent. Et lâchez vos écrans, quoi. Lâchez vos montres pendant que vous allez courir, pendant que vous allez nager, pendant que vous allez en montagne, pendant que vous... Putain, profitez de ce que vous avez autour. Et même à la salle, profitez des gens à côté. Arrêtez de regarder vos écrans pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos données. Ressentez aussi, vous, ce que vous avez dans votre corps. Et là, on rajoute peut-être un champ par rapport à toi et cette analyse multidimensionnelle. C'est-à-dire, si tu as les yeux rivés sur tes données, sur l'écran de ta montre ou autre, tu vas pouvoir agir d'une certaine manière. Mais d'un autre côté, si on travaille au ressenti, on va peut-être avoir encore un résultat qui va être différent. Bien sûr, mais je suis 100% d'accord avec toi. Et pour le coup, j'ai même tendance à... tout le monde me dit tu travailles dans la data, donc t'es un ayatollah des données. Et au contraire, pas du tout. Moi, je pense que le ressenti, c'est hyper important. J'essaie même de l'objectiver. Justement, je le mets dans tous les algos qu'on a parce que en fait, le RPE, c'est fondamental en fait dans la compréhension du bien-être de la personne. Alors, donc, juste le petit RPE, c'est les deux petits éléments qu'on te demande de remplir quand tu as fini une séance, que ce soit sur Nolio ou même parfois c'est intégré directement sur la montre connectée. Ouais. En gros, c'est le ressenti de la difficulté de la séance et le ressenti de la séance de manière générale. Est-ce que tu as apprécié ou pas? Donc c'est ces deux notations-là. Ouais, exactement. Et c'est hyper intéressant. C'est en anglais Rated Perceived Exertion. Donc c'est vraiment un index de 0 à 10 d'efforts perçus pour justement savoir si on était à bout à 100% ou au contraire on était tranquillement à 5 et ça c'est hyper intéressant parce que les deux peuvent être décorrélés, c'est-à-dire qu'on peut avoir été à 100% sur une grosse séance de VMA et par contre avoir pris un pied énorme. On peut aussi être à 0, enfin à 1 sur 10 en termes d'efforts perçus, mais alors par contre on s'est fait chier pendant la séance, on n'a pas du tout apprécié quoi. Sur les deux et ça c'est important même en macro justement d'aller voir
comment est-ce qu'évoluent ces courbes. Et ça, typiquement, c'est un outil qui est vraiment intéressant pour détecter le surentraînement, par exemple. En fait, tu remarques que la personne, elle s'amuse plus, ou en fait, une séance qui était censée lui coûter 7 de RPE et lui en coûte 9. Là, tu dis, hop, il y a peut-être un problème, une maladie, un virus qui traîne, ou quelque chose comme ça, et c'est vraiment intéressant. Voilà, on revient sur qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette data et tout ce ressenti pour les amateurs. Ouais, et pour le coup, il faut un coach ou un enduro pour les aider, quoi. C'est ça. Ça marche. Bon, écoute, on a fait un bon tour. Est-ce qu'il y avait des sujets que tu imaginais aborder qu'on n'a pas survolés? On n'a pas trop parlé de triathlon. C'est vrai. Pour le coup. Et je pense que, je sais pas si tu veux un peu même développer un peu plus sur l'immense défi là, que tu avais fait à Agrippa ou. Ouais, de petites expériences de triathlon, je pense qu'il y a des trucs intéressants parce que c'est quand même le cœur de cible de notre audience. Ouais, c'est vrai. Merci, t'es un très bon intervieweur aussi parfois. Non, mais en fait, l'idée c'était de faire aussi un épisode un peu plus holistique, qui soit aussi adapté aux triathlètes qu'aux non-triathlètes, parce que mine de rien, on n'a pas que des triathlètes qui nous écoutent aussi. Moi, ce que je trouve sympa aussi dans le triathlon, pour rester sur le sujet des données, c'est que maintenant, les montres, en plus, elles captent très bien le changement de sport. Donc que ce soit en triathlon ou même en swimrun où là on a beaucoup de transitions, et si on prend au Thilo entre le passage de la course à la natation, à la course, à la natation, etc. Donc c'est énorme, et les montres savent très bien le faire. Donc là on a enlevé un irritant, c'est-à-dire on n'a plus besoin soit de passer d'un sport à un autre sur la montre, soit d'appuyer sur un bouton pour dire je passe de la natation à la course à pied, ou de la course à pied à la natation, ou de la natation au vélo et du vélo à la course à pied, pour reprendre le triathlon. Ça doit t'aider aussi, toi, dans la captation, l'analyse des données. Et puis, on enlève cet irritant, donc cette charge mentale, donc ça libère aussi l'esprit. Et on revient sur ce qu'on disait avant, lâchez vos écrans, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça, pour le coup, plus la tech, elle augmente, plus moi, je vais être content parce que je vais avoir de la donnée de bonne qualité. Je te redonne un autre exemple, ça reste en trail, mais je vais voir un athlète et je lui dis, voilà, c'est à peu près ce que je fais. Il me dit, de toute façon, ça marchera jamais. Il commence à grumbler. Alexandre Bouchex, je sais pas si... Casquette verte. Exactement. Et du coup, après, c'est aussi un peu le personnage, mais il me dit, mais de toute façon, c'est complètement débile de faire ça. Imagine, tu te tords la cheville, imagine, t'as un imprévu sur ta course. De toute façon, la trace GPX, elle est pas précise. Je dis, ok, mais dans 3 ans ou dans 4 ans, on aura des maxi satellites qui auront une précision au centimètre près. Et du coup, autant se lancer dès maintenant à analyser des traces imprécises, parce que comme ça, dans 3 ans, je serai le meilleur du monde à pouvoir prendre de la donnée de bonne qualité, tu vois. Donc là, pour le coup, effectivement, on avait du garbage in, mais au moins, le modèle, il était construit. Dès qu'il y a plus de garbage, et en fait, j'ai des super bonnes prédictions. Donc effectivement, en fait, à chaque fois qu'un capteur va devenir de plus en plus précis, moi, je vais être encore plus content et je vais pouvoir améliorer, en fait, la qualité de ce que je fais. Ouais, c'est un peu comme aller courir avec des poids sur les chevilles pendant l'hiver pour qu'après, en été, quand on enlève les poids et qu'on part en pieds nus, on s'envole, quoi. Exactement, ouais. Donc c'est vraiment cette habituation. Et pour le coup, moi, je suis assez fan de dire arrêtez de regarder trop les données. Donc pour les pros, c'est quelque chose, mais pour les amateurs, on joue pas notre vie ou je sais pas quoi sur une course, et le sport c'est quand même du loisir, il faut kiffer, on fait du sport pour être dehors et pas pour regarder ça truc. Et je vois à Paris des gens qui courent avec leur montre et qui regardent tout le temps, mais kiffer, t'es sur les quais de Seine, t'as le Louvre, t'as Notre-Dame, mais juste ouvre les yeux et même si c'est pas la montagne. Oui, c'est ça. Non, mais même on peut s'amuser, mais même à la campagne, en ville, même Toulouse, tu vois, c'est une ville qui est très 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 jolie. Arrêtez de regarder vos montres et juste allez-y pour kiffer, et c'est incroyable. On a une chance de fou. Donc ça, pour le coup, en tant qu'amateur, j'ai un peu de mal justement avec les amateurs. On a tourné un podcast avec Hugo Clément justement sur ce sujet en particulier, et en fait moi je disais, mais moi je défends pas du tout de regarder trop de data, juste kiffer, etc., et laisser quelqu'un de professionnel s'en occuper, parce que vous devez vous en servir pour vous libérer l'esprit. C'est clair. Justement, pour continuer là-dessus, auditrice, auditeur, faites un test, quoi. Si vous voulez vraiment avoir la data, vous déclenchez la montre, vous la mettez dans la poche, ou alors vous retournez l'écran, vous le mettez à l'intérieur du poignet, ou vous le cachez, ou vous le mettez dans la poche, et puis faites votre séance à la sensation. Et je pense que vous vous sentirez beaucoup plus détendu, moins à vous poser la question, est-ce que j'ai la bonne allure, est-ce que j'ai la bonne fréquence cardiaque, est-ce que j'ai la bonne puissance, etc. Et puis analyser un peu cette donnée-là à la fin de la sortie. Et vous verrez que ce sera certainement de meilleure qualité. Ah bien sûr, 100%. Parce que le ressenti, c'est fondamental. Et puis même, imagine ta montre se plante sur l'UTMB. Combien on en voit, c'est pas sur Strava, ça n'existe pas. Mais si, va courir. Et puis même, il faut être capable de réagir s'il n'y a plus de montre ou s'il n'y a plus de trucs de fréquence cardiaque. Imagine, tu te retrouves planté sur un marathon de Paris et qu'en fait, t'as plus de données de fréquence cardiaque. Si t'as pas travaillé justement à l'entraînement de corréler ton ressenti avec ta vraie fréquence cardiaque,
tu vas pas être bon. Et c'est un truc que je trouve vraiment hyper intéressant avec les data, c'est en fait ça te permet justement de monitorer un peu ton corps. Et tu vois, il y avait un athlète en trail qui disait ça, qui disait bah en fait la data ça m'a servi pendant 6 mois ou 8 mois où en fait j'ai justement appris à connaître mon corps. Je savais exactement que tel RPE du coup correspondait à telle fréquence cardiaque, et après bah maintenant j'ai fait virer la ceinture de fréquence cardiaque, et du coup je m'entraîne juste au RPE. Mais heureusement qu'il y a eu cette data à un moment pour justement calibrer mes différentes zones d'entraînement en termes de ressenti. Bien sûr. Et ça va être encore plus vrai en triathlon, pour reboucler sur le triathlon, parce qu'il y a 3 sports. Donc on doit avoir un ressenti, un RPE en natation. Bon, quelles que soient les conditions climatiques en général, c'est le même. Un RPE en vélo qui va être adapté aux conditions climatiques et aux conditions de course, et un RPE en course à pied, pour au final générer un 4e RPE qui va être celui de la course ou de l'entraînement en triathlon. Et c'est ça qui est fondamental. Enfin, je trouve ça passionnant le triathlon, et c'est pour ça que j'y bosse justement dedans. Que on va accompagner Cassandre. J'ai fait aussi quelques compètes en triathlon en relais, mais c'est juste passionnant parce que c'est pas genre isosport, donc vraiment tu dois te dire t'as un pacing sur une course à pied où tu dois juste définir quel est le meilleur potentiel physiologique. Mais là par contre c'est sur 3 sports différents en fonction de ce que tu as fait à l'entraînement, des séances que tu passes, de tes groupes musculaires, de tes différents temps de soutien. D'autant plus qu'en triathlon, il faut aussi prendre en compte le fait qu'il ne faut pas générer trop de fatigue d'un sport à l'autre. On dit souvent qu'en triathlon, on ne gagne pas grâce à la natation, mais par contre, on peut perdre une épreuve à cause de la natation. Parce que si tu crames tout en natation, bon, le vélo, ça reste un sport porté, et donc tu diminues quand même. Par contre, tu vas prendre toute la charge sur la course à pied, et si t'es pas nageur et que tu as tout donné en natation, bah, tu n'auras plus rien en course à pied, quoi. Ça, c'est aussi quelque chose que vous avez intégré, vous, dans les patterns, dans les modèles. Ah, mais ça c'est fondamental sur le pacing. Enfin, moi c'est vraiment le sujet qui me passionne le plus, parce que c'est vraiment c'est de l'optimisation en fait. C'est de te dire comment est-ce que, en fonction du potentiel triparti de mon athlète, comment justement est-ce que je vais essayer de le pousser au fur et à mesure. Et ça oui, c'est fondamental en fait, que ce soit en fait t'as différents jauge en fait dans ton athlète. Et en fait quand on définit notre digital twin pour les différents athlètes, on essaie justement de voir comment est-ce que ces 50 paramètres sont imbriqués les uns avec les autres. Et souvent quand on fait une simulation de course, tu mets une borne supérieure, une borne inférieure, et justement tu te dis bah voilà, on peut augmenter tous les paramètres, par contre tu peux pas te dépasser au-dessus de cette borne supérieure. Je dis par exemple, je sais pas, 195 pour de la fréquence cardiaque, ou même moins, parce que justement il faut pas générer trop de fatigue. Et après avec ces simulations, tu réussis à voir quel digital twin arrive en premier au bout de la course, justement grâce à ça. Et ça qui est vraiment vraiment passionnant, c'est que tu te dis au fait comment est-ce que tous mes... Donc j'avais fait avec Roofcraft sur l'UTMB, mais ça va être la même chose avec Cassandre. Comment mes 1000 Cassandre Bogan qui partent sur le triathlon, en fonction de le vent qu'il y a de face, en fonction de si elle prend une cassure en natation, du coup elle est dans le peloton en vélo, est-ce qu'il faut qu'elle passe ou pas. Typiquement c'est ce genre de réponse qu'on peut lui apporter. Donc je dis ok, bah, on a 5 paramètres. Donc elle est dans le peloton, il y a le breakaway qui est devant l'échappée. Quel est le nombre de personnes dans l'échappée? Quelle est la distance justement en termes de secondes entre le peloton et l'échappée? Quel est le vent, la vitesse du vent? Quel est le sens du vent? Et quel est le niveau à pied des filles qui sont devant? Et du coup, grâce à ça, on est capable de dire oui ou non, il faut jump et du coup aller rattraper l'échappée, ou au contraire, en fait, on peut continuer caché dans le peloton et elle rattrapera à pied parce qu'elle est meilleure à pied que les autres. Wow. Mais du coup, ça t'oblige, ou ça implique que tu aies aussi des données sur les concurrentes et les concurrents? Bien sûr, ouais. Et ça, tu les captes comment, ces données-là? Bah non, mais c'est des trucs qui sont ouverts à tout le monde. Enfin, les temps de course, les records à sec, justement, donc en course à pied sur 5 et 10 000. Donc ça, c'est intéressant. Mais effectivement, je suis beaucoup les concurrents de Cassandre et d'autres athlètes que j'utilise, parce que bah, j'ai besoin de comprendre comment est-ce qu'ils sont bons en boss, à quel moment il faut attaquer de la course, est-ce qu'ils sont un petit peu bloqués en descente à Nice, et du coup bah, la descente finale elle va être vraiment préjudiciable et on va gagner 10 secondes qui vont permettre de la débloquer. Enfin, c'est ce genre de choses. Et du coup, tout ça, ces données-là, le pacing, tu le transmets à ton athlète, mais que ce soit pour son entraînement, parce qu'encore une fois, on le répète, hein, on ne teste jamais rien en compétition, donc c'est pas, t'arrives la veille, tu dis alors ton pacing, tu vas faire ça, de là à là, ou est-ce que tu arrives déjà en amont de phase, quelques jours, quelques semaines avant, en disant voilà, quelle va être la stratégie à ce moment-là de la course, et donc pendant ton entraînement sur les jours ou les semaines ou les mois à venir, il faut travailler ce point-là. Typiquement, tu prenais l'exemple de quelqu'un qui est mauvais en descente,
en vélo, pour qu'il soit meilleur en vélo, soit il va falloir qu'il en fasse, soit il va falloir qu'il lutte contre sa peur, mais dans tous les cas, il va y avoir un certain entraînement et un entraînement certain. Ouais, bien sûr. Mais ça, justement, c'est un travail depuis le début. Enfin, je pense que je mets 3 mois à créer vraiment un modèle physiologique parce qu'il y a comprendre comment est-ce que l'être humain classique fonctionne, ensuite personnaliser avec les données Garmin, Coros, Strava pour que ce soit plus adapté à l'athlète. Et c'est là souvent qu'on se rend compte qu'en fait qu'un athlète de haut niveau c'est pas du tout la même chose qu'un athlète lambda, parce qu'il est vraiment très très shifté, il est vraiment très très décalé par rapport à l'athlète lambda. Et après moi je lui fais faire des tests spécifiques. Donc par exemple si je veux savoir exactement comment réagit la fréquence cardiaque de Cassandre entre 17 et 21 degrés, parce que les Jeux Olympiques seraient entre 17 et 21 degrés, je lui mets dans une chambre à 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 degrés pour comprendre justement comment est-ce que sa fréquence cardiaque drift ou shift par rapport à ça. Et du coup, sachant que là, on n'est encore pas dans une condition très multidimensionnelle. Parce que tu vas la mettre dans une chambre, ok, t'as une mesure à un instant T, mais en fait, pendant les JO, même s'il fait 24 degrés, ça va pas être la même chose. Elle va se transcender, il va y avoir de l'attaque, il va y avoir des supporters, ou au contraire, il va y avoir un gros orage et puis elle va être dans une cassure, elle va être toute seule. Enfin, on va pas être dans les mêmes conditions non plus. Ouais, mais bien sûr, mais c'est pour ça que je lui fais faire un test parmi plein. Donc là, pour le coup, c'est corrélé deux caractéristiques. Donc, c'est-à-dire fréquence cardiaque et température. Mais en fait, le but, c'est que chaque des 50 paramètres soit corrélé justement 2 à 2. Et du coup, en fait, ça, c'est un des gros points compliqués justement de la data, c'est que tu es obligé de faire beaucoup de tests pour en fait fixer tous les paramètres et qu'il n'y en ait qu'un seul qui bouge pour voir justement l'évolution. Et ça, c'est pas évident. D'où ce fameux Digital Twin, donc les 1000 Cassandres qui partent en même temps et laquelle va arriver en premier. Exactement, ouais. Et avec plusieurs simulations de vent, avec plusieurs simulations de... elle est tombée à Yokohama, tu vois. Ça, c'est à prendre en compte justement. Voilà, on est obligé de réduire la vitesse dans les virages parce que c'est slippery, là, c'est glissant. Et du coup, ça change aussi le modèle. Donc, tu vois, tout ce qu'elle aurait pu mettre et gagner 3 secondes dans chaque virage, là, pour le coup, tu es obligé de l'enlever de ton algo. Et du coup, ça va te permettre de... Enfin, c'était à prendre en compte. Je sais pas dans quel sens, mais en tout cas, ça va prendre en compte là-dessus. Et en fait, nous, on teste un maximum de trucs. Et je pense que le gros impact de la data, c'est que justement, imagine, elle me dit, regarde, je te donne encore un exemple sur l'UTMB 2024, je donne son plan de course à Rooscroft 5 jours avant, et il y avait un nuage qui se baladait un peu au-dessus de Chamonix, qui part la veille, et du coup il fait genre 5 degrés de plus en prédiction sur la course pendant la journée. Et du coup je dis attends, il faut absolument que je change mon modèle. Bim, je lui ai refait son plan de pacing et je l'ai fait accélérer pendant la nuit et ralentir pendant la journée parce que justement il faisait plus chaud. Et du coup c'est des micro détails comme ça où en fait la météo elle va changer et en fait là il y a quand même une vitesse, alors que pour le coup le coach il aurait mis 2 jours à recréer son truc parce qu'il fait tout à la main. Moi pour le coup, vu que j'ai le modèle, les conditions de course, j'ai juste à compute, à mettre ensemble, et c'est comme ça que ça fonctionne. À l'inverse, là on parlait des 1000 digital twins de Cassandre par exemple. Est-ce que tu peux lui dire aussi j'ai lancé tes digital twins, sur les 1000 déjà il y en a 800 qui arrivent, donc au-delà de se concentrer sur celles qui arrivent en premier, sur les 200 qui n'arrivent pas, voilà pourquoi elles n'arrivent pas, et donc ne fais pas ça en course. Ouais, bien sûr. C'est un peu moins le cas en triathlon parce que il y a peu de DNF en fait sur les courses de triathlon. DNF, did not finish, donc des abandons. Mais ça c'est sûr et certain parce que c'est une course qui est quand même plus courte, surtout en triathlon olympique. Mais pour le coup en trail c'est exactement ça, c'est en mode le but, et c'est un peu ce que je dis à Tom, c'est if you want to finish first you need to finish. Donc en fait c'est d'abord il faut finir la course pour au moins avoir une chance de finir premier, tu vois. Et ça c'est quand même fondamental parce qu'il y a plein de gens qui partent un peu en mode ok je vais tenter, je vais suivre le premier, mais en fait ils se crament complètement et qu'ils abandonnent. Et du coup là le but c'est de se dire ok quelle est la fourchette dans laquelle je peux être pour être sûr de finir en très bonne forme et de pas avoir d'abandon qui soit problématique. Tu vois, tu me parlais aussi de l'entraînement qu'on pouvait avoir. 2022 je lui fais faire son planning de course sur l'UTMB et en fait je me rends compte que de nuit, elle est moins forte que les autres. En fait, elle a 3 BPM de plus en fréquence cardiaque, donc 3 battements par minute cardiaque, à cause de la nuit. Et du coup, je me dis, c'est peut-être la luminosité, une certaine forme de peur du noir ou de habituation. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé, tu vois. Tu vois, mais c'est peut-être ça. Je ne saurais pas l'expliquer comme ça, mais voilà. Et du coup, toute l'année d'après, je lui ai dit, ok, au lieu d'aller faire ta séance à 14h, etc., tu vas faire ta séance à 23h30, tu prends ta frontale pour justement t'entraîner en fait à réduire cette
peur du noir et en fait à baisser tes BPM dans ce type d'effort. Elle a fait ça et en fait l'année d'après elle avait plus aucun problème et on a pu accélérer pendant la nuit, tu vois. C'est impressionnant. Ça me fait penser à un truc qui a rien à voir, mais tu vois, moi j'ai toujours eu peur des aiguilles, à tel point que je faisais un test d'effort avec mesure du lactate sur tapis. Donc tu sais, t'es harnaché, t'as l'ECG, électrocardiogramme qui te mesure. Donc là t'es pas sur la petite ceinture cardio-thoracique, t'as vraiment les données exactes et quasi en temps réel. Et première piqûre pour mesurer le lactate à l'oreille, c'est même pas une piqûre, c'est juste on te fait, c'est comme les diabétiques, un petit trou dans l'oreille pour récolter une goutte de sang. Donc tac, je me suis réveillé, j'étais en train de prendre des gifles, j'étais allongé par terre, le médecin m'a dit vous devez faire 30 secondes ou une minute d'arrêt cardiaque, et c'était juste un malaise vagal parce que j'avais peur des piqûres. Wow. Et depuis, je suis passé par d'autres problèmes, et notamment après une chute, on m'a conseillé de faire du dry needling. Needling, c'est un peu comme de l'acupuncture pour schématiser, mais en réalité, ça reste pas dans le derme. On rentre à l'intérieur de la peau et même on va jusqu'au muscle. Et l'objectif, c'est de stimuler les trigger points, donc les points de déclenchement dans le muscle. Bon, je t'apprends rien, mais j'en parle aux auditeurs. Non, c'est intéressant. Ouais. Et du coup, c'est vrai que la première séance, j'étais pas super rassuré parce que moi qui ai peur des aiguilles, donc j'ai dit au praticien, écoute, faisons une chose, tu commences par les mollets, je m'allonge sur le ventre, comme ça je vois pas l'aiguille. Je saurais que tu vas me piquer, mais je la vois pas. Déjà, première chose. Et après, on est passé sur, je vais commencer à retourner la tête pour les voir. Donc, on attaquait de l'avant des jambes. Et finalement, c'est à force de cet entraînement-là que j'ai réussi à accepter ou à supporter les piqûres et les aiguilles en particulier. Donc maintenant, les tests d'effort avec mesure de lactate, je peux les faire. Mais voilà, finalement, on est là-dessus aussi sur la peur du noir. T'as peur du noir, ok, je vais pas te faire aller... ou je suppose que c'est peut-être cette peur du noir ou une baisse de la luminosité, parce que ça peut aussi être autre chose. Si tu as des problèmes de vue, tu vois moins bien, et puis... bref. Mais du coup, c'est toujours qu'une question d'entraînement, finalement, d'adaptabilité, d'adaptation et d'entraînement. Ouais, bien sûr. L'athlète, il s'adapte. D'où la data qui sert à exprimer ça. Ouais, parce que tu vois, c'est tout bête, mais si je lui avais fait un pacing iso-luminosité, donc sans variation de la lumière. Exactement, en prenant pas en compte ce caractère-là, en fait, elle aurait été 3 BPM au-dessus, et du coup, elle serait potentiellement passée au-dessus de son seuil, parce que en fait, on flirte avec la ligne rouge pendant toute la course, même pendant toute la vie d'un athlète, où le but c'est vraiment d'essayer de s'approcher le plus possible de la course, de la courbe d'adaptation, justement. Et en fait, imagine, moi je suis à 1 BPM de ma limite physiologique, et qu'en fait, là j'ai 3 BPM de plus à cause de la luminosité. Ça marche pas, et donc en fait tu vas fucked up ton athlète. Écoute, super intéressant. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais. J'aime bien terminer par 2 questions. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. À ton avis, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète ? T'as le droit d'intégrer de la data, c'est quand même ton terrain de jeu. Moi, dans la question, la façon dont je vois la question, c'est devenir. Donc, on n'en faisait pas avant. Au contraire, j'aurais tendance à pas mettre beaucoup de data, juste d'aller nager, d'aller courir. Et il faut commencer simple, tu vois. Et les gens qui commencent trop avec de la data en mode ok, je vais faire mon premier triathlon, donc je vais faire un test de VO2 max, je suis pas sûr que ce soit la meilleure chose. Pour moi, il faut juste en fait aller nager et découvrir l'effort. Et en fait, au fur et à mesure de l'amélioration de la perf, en fait, on va se dire j'ai besoin de ça, et j'ai besoin d'un mec qui va s'occuper de mon sommeil, et j'ai besoin de faire un peu de pacing, etc. Et tu vois, j'ai un stagiaire qui a couru la Maxi Race ce week-end. Moi, j'ai dit, mais en fait, c'est ton premier 100 bornes, juste prends-le en mode super kiff, passe 1h30 au ravito à discuter avec tes copains, juste comme ça tu fais une première expérience de distance, et après l'année prochaine, là pour le coup je m'occupe de toi et on va vraiment travailler à fond, et pour le coup on sera dans une vraie recherche de performance. Mais quand qu'on découvre un sport, faut vraiment y aller tranquillement, et je pense qu'il faut vraiment en profiter. Ouais, merci. Et puis c'est effectivement valable. C'est très antinomique avec le discours que j'ai avec les athlètes de haut niveau, mais je suis quand même très attaché à cette notion de sport plaisir. Mais secrètement, j'espérais que tu répondes ça. On revient sur le lâcher vos écrans. Ouais. Tu veux devenir triathlète, pour devenir triathlète, sors, va t'entraîner et regarde pas la data. Et finalement, c'est valable aussi dans toutes les sous-disciplines du triathlon ou même du trail. T'en parlais. Ton stagiaire, il a fait son premier 100 bornes. Peut-être qu'avant, il faisait déjà du trail et du 50 bornes. Là, tu peux jouer avec les datas, les analyser, etc. Mais si c'est ton premier, bien sûr. Kiffe. Et ton premier triathlon, tu viens du court distance, tu montes sur Ironman, kiffe en fait, regarde pas ta montre, va faire ton Ironman. Après, tu iras à Hawaï. Et après, tu auras 51 autres Ironman. C'est ça. Coucou Philippe. Et puis la dernière question, où est-ce qu'on te retrouve ? Où est-ce qu'on te suit ? Où est-ce qu'on va jouer avec nos données sur le site d'Enduro ? Ouais,
Il y a le site là, justement qui vient de sortir, si ça vous intéresse d'aller faire un petit tour. On est aussi pas mal présent sur les réseaux, notamment LinkedIn. Moi, c'est un domaine que j'aime pas mal du tout pour vulgariser, et Instagram aussi avec Enduro Data. Ça pour le coup, en fait, on n'a pas du tout parlé pendant le podcast, mais c'est vraiment un truc qui m'intéresse beaucoup. C'est en fait comment est-ce que tu transmets cette petite part d'expertise qu'on a développée. Et du coup, moi, j'essaie de travailler pas mal en sens ouvert, à essayer de transmettre, de vulgariser, parce que je pense que les gens peuvent énormément être aidés en fait par ce genre de réflexion. Donc pour le coup, j'essaye d'être le plus large et le plus libre possible pour partager tout ce qu'on fait, des réflexions, des algos, etc. Donc si vous voulez suivre ça, c'est sur LinkedIn et sur Instagram. C'est vrai que je voulais te taquiner là-dessus, parce que je trouve que tu publies beaucoup sur LinkedIn, et bien justement des posts de qualité, et donc c'est aussi un endroit où on peut aller vous retrouver, te retrouver, et puis aller comprendre les informations que tu partages. C'est une petite fenêtre ouverte. On peut pas tout dire forcément parce que il y a les NDA forcément. Mais en fait, je pense que dans la data, il y a la data pour la performance, ça c'est 90% de mon taf, mais aussi la data pour le média. Et en fait, on a des sports qui sont quand même relativement compliqués à comprendre, que ce soit en trail ou en triathlon. Et du coup, je me dis, ça peut être vraiment intéressant de donner en fait aux gens une vision un peu plus data pour comprendre en fait qui est le meilleur. Tu vois, sur le T100 je crois que c'était à Chicago, on avait en temps réel la fréquence cardiaque des gars, et moi je trouve ça énorme parce que ça donne une information supplémentaire, ça apporte du suspense en plus, je trouve que ça apporte toute une grande dimension, et en fait on peut dire bah regarde, lui il est dans le groupe de tête, mais en fait il est dans le rouge au niveau cardio, donc en fait il va peut-être craquer, et en fait il y a beaucoup plus de suivi de course qui est fascinant, et ça je pense que la data c'est pas du tout en train de casser le suspense, au contraire ça va rajouter. Mais on le voit sur d'autres sports, la F1, le tennis et autres, quand on a les données en temps réel, les données physiologiques entre autres, c'est juste impressionnant. Quand tu es spectateur, tu regardes le sport d'une autre manière, et quand tu es pratiquant, on t'appelle quoi. Bien sûr, exactement. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était hyper sympa de discuter avec toi, et voilà, à très vite. À très vite, ciao. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!